Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La chaleur à Abuja ce matin-là était impitoyable, mais Nkechi se tenait fermement devant l'imposant portail noir de la résidence du chef Atadeo à Azokoro. Elle serrait son petit sac contre elle, le cœur battant tandis que l'agent de sécurité examinait sa lettre d'embauche et lui faisait signe d'entrer. Le complexe était vaste, les sols en marbre étincelaient, les pelouses impeccables s'étendaient à perte de vue, et les logements du personnel étaient nichés derrière des rangées de voitures de luxe garées. En entrant dans la maison principale, guidée par la gouvernante, Madame Fermi, Nkechi ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Ses vêtements, bien que propres, portaient les traces de lavage prolongé et du temps. Le luxe de la demeure évoquait un monde bien loin de son enfance à Abea. Mais Nkechi n'était pas novice en matière de difficulté ou de service. Dès l'âge de 15 ans, elle avait travaillé comme femme de ménage, cuisinière et même nounou. Pourtant, quelque chose dans cet endroit semblait différent, tendu, presque comme si une tristesse silencieuse flottait dans l'air. Madame Fermi la présenta aux autres membres du personnel, puis lui expliqua ses tâches, ranger les chambres à l'étage, aider à la cuisine et ne jamais, sous aucun prétexte, entrer dans les laits. C'est le 3e jour, à la tombée de la nuit, que l'inattendu se produisit. Nkechi montait des draps fraîchement lavés lorsqu'elle réalisa qu'elle avait pris par erreur une thé d'oreiller de lait. Jurant à voix basse, elle se dirigea sur la pointe des pieds vers le couloir interdit, avec l'intention de rapporter le linge et de partir. Mais en poussant la porte, son souffle se coupa. Là, sur un canapé en cuir vintage, près d'une bibliothèque garnie de classiques inédits, était assis un jeune homme. Il était maigre, presque frêle, avec une expression de résignation dans le regard. Sa peau était pâle pour un Nigérian et ses lèvres sèches. Leurs regards se croisèrent. Il ne parla pas. Il se contenta de la fixer, les sourcils légèrement froncés, comme s'il doutait de son existence. Nkechi s'excusa rapidement et sortit de la pièce, le cœur battant. Plus tard dans la soirée, elle apprit que l'homme était Depo Adedeo, le fils unique du chef. Personne ne parlait beaucoup de lui, et lorsqu'elle demanda pourquoi, la cuisinière murmura « Il est malade, très malade ». Les jours qui suivirent se passèrent sans incident, mais Nkechi remarqua que la maisonnée fonctionnait comme un monde à deux. Le personnel gardait la tête basse, veillant à ne pas troubler le silence qui planait sur le manoir comme un voile épais. Depo ne quittait jamais l'aile, et aucun invité ne venait lui rendre visite. De temps à autre, elle voyait le chef Adedeo passer dans son igboda flottant, le téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à ses associés. Sa présence était pesante, imposante et intimidante. Nkechi restait dans son couloir, accomplissait ses devoirs avec diligence et s'efforçait de se rendre invisible. Mais dans le silence des nuits, ses pensées revenaient souvent à l'homme fragile assis sur le canapé en cuir. Elle se demandait quelle maladie avait pu confiner un si jeune homme dans l'ombre. Malgré la règle de ne jamais interagir avec lui, une part d'elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée par le mystère que représentait Depo, un prince brisé caché dans une cage dorée. Le chef Edwin Adedeo se tenait près des grandes baies vitrées de son bureau, le regard perdu au loin, tandis que le docteur Olabose feuilletait un dossier derrière lui. Le médecin s'éclaircit la gorge et parla d'une voix douce mais ferme. Les derniers scanners montrent une dégénérescence accélérée. Nous n'aurons peut-être pas autant de temps que nous l'espérions. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nœud coulant. Le chef resta silencieux un instant. Ses mains tremblaient légèrement, mais il les serra rapidement derrière son dos pour cacher sa faiblesse. Il avait bâti un empire de toutes pièces, Adedeo Property, la fierté du paysage urbain d'Abuja. Mais tous les milliards accumulés sur ses comptes et tous les terrains qu'il possédait ne pouvaient pas offrir plus de temps à son fils. Depo était son unique enfant, né après 10 années douloureuses d'attente et de prière aux côtés de sa défunte épouse, Tinu. Et maintenant, à seulement 28 ans, Depo lui échappait un peu plus chaque jour. Après le départ du docteur Olabose, le chef Adedeo arpentait la pièce seul, hanté par les échos discrets du passé. Les souvenirs de Depo enfant, riant dans le jardin avec sa mère, lui revenaient comme de cruels rappels. Le décès de sa femme, emporté par un cancer, avait laissé un vide dans leurs cœurs respectifs, et le Depo n'avait plus jamais été le même. La maladie, une maladie neurodégénérative rare, avait d'abord progressé lentement,
puis était devenue agressive. Le chef avait fait voyager son fils en Inde, au Royaume-Uni et même en Suisse. Rain, NY Fit. Les médecins parvenaient à gérer les symptômes et à ralentir le déclin, mais ils ne parvenaient pas à guérir. Plus frustrant encore, Despaux n'avait aucune volonté de se battre. Il semblait détaché du monde, différent de tout. Il refusait toute thérapie, toute compagnie, et gisait désormais la plupart du temps en silence, seul dans son aile. Il aurait dû se marier, murmura amèrement le chef. Il aurait dû me donner un petit enfant. Il appela son avocat ce soir-là, exigeant une révision du trust familial. Que adviendrait-il de l'Empire après la mort de Despaux? Des cousins comme Éo tournoyaient autour de lui comme des vautours. Cette pensée le remplissait d'effroi. Son héritage, bâti sur la sueur et le sacrifice, serait transmis à des personnes qui ne partageaient pas ses valeurs. Sa lignée s'éteindrait avec son fils. Le lendemain matin, il convoqua de nouveau le médecin. Y avait-il un moyen de préserver la lignée? Même si Despaux ne se mariait pas, le médecin se montra prudent, suggérant la maternité de substitution, le don de sperme ou d'autres méthodes. Mais tout nécessitait la participation de Despaux. C'était là le problème. Et si, demanda lentement le chef, nous choisissions nous-mêmes une femme? Le docteur Olabazé haussa un sourcil, incertain de la direction que cela prenait. Quelqu'un d'humble, de loyal, quelqu'un déjà dans cette maison, poursuivit le chef, la voix devenant plus sombre. Le médecin ne répondit pas, mais le chef Adédéo avait déjà quelqu'un en tête. Nkechi remarqua un changement chez Despaux la fois suivante. Il était toujours silencieux, mais il ne détournait plus le regard lorsqu'elle entrait dans la pièce pour épousseter ou changer les draps. Un après-midi, alors qu'elle pliait soigneusement sa couverture, elle entendit sa voix pour la première fois. « Comment t'appelles-tu » Cela la surprit. Elle se retourna lentement, incertaine d'avoir imaginé cela. « Nkechi, monsieur » répondit-elle doucement. Il hocha la tête, puis se remit à fixer le plafond. Elle ne s'attendait pas à une conversation plus approfondie, mais au cours des jours suivants, il commença à parler davantage. Parfois, il s'agissait de choses banales, du temps, du bruit du portail, de la nourriture. Mais d'autres fois, il abordait des sujets plus profonds, la vie, les regrets, la douleur. Elle l'écoutait, toujours respectueuse, soucieuse de ne pas outrepasser ses paroles. Mais intérieurement, elle était attirée par la tristesse qui se cachait derrière ses paroles. Sa solitude était palpable. Despaux avoua avoir étudié l'architecture au Royaume-Uni. Inspiré par l'amour de sa mère pour les projets communautaires, il rêvait de concevoir des logements abordables à travers le Nigeria. Mais tout a basculé après sa mort. Les symptômes sont apparus. Fatigue, puis tremblement, puis perte de mémoire. Quand le diagnostic a été posé, il était trop tard. Maintenant, je ne suis plus qu'un nom sur un bâtiment, a-t-il dit avec un sourire triste. Nkechi voulait le réconforter, lui dire quelque chose d'encourageant, mais elle ne trouvait pas les mots. Au lieu de cela, elle restait plus longtemps pendant ses heures de ménage, s'assurant que son eau était fraîche, sa chambre rangée, et de temps en temps, faisant une prière à voix basse. Despaux commença à le remarquer. « Tu es différent » lui dit-il un jour. « Tu ne me plains pas. » C'est devenu une compagnie tranquille. Ils ne se parlaient pas tous les jours, mais quand il le faisait, c'était important. Nkechi a appris que Despaux aimait la musique et lui demandait parfois d'écouter de vieux morceaux de Higlif sur son téléphone. Elle a découvert qu'il avait un humour pince sans rire et un esprit étonnamment vif. À son tour, elle a partagé des bribes de sa vie, sa mère au village, ses difficultés avec ses anciens employeurs et son rêve de devenir infirmière. Leur parcours était très différent, mais dans la douleur et l'espoir, ils avaient trouvé un terrain d'entente. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur amitié naissante était surveillée. Le chef Adédéo avait noté leurs interactions. Il vit une confiance tranquille s'instaurer entre eux, et dans cette confiance, il vit une opportunité. Une idée germa dans son esprit, une idée qu'il mettrait bientôt en pratique, quel qu'en soit le prix moral. Le chef Adédéo était assis derrière son bureau en acajou, feuilletant les documents de la succession. Mais son esprit n'était pas concentré sur les chiffres. Il pensait au dépôt et au vide que laisserait son fils si celui-ci mourait sans enfant. Ses amis du monde des affaires lui avaient tous suggéré des solutions similaires. Trouver une mère porteuse, congeler le sperme de Despaux, voire envisager une FIV avec donneur. Mais aucune de ces options ne le rassurait. Il ne voulait pas d'héritage scientifique. Il voulait quelque chose de naturel, de réel,
quelqu'un qui transmette la lignée d'Adédéo. Et surtout, quelqu'un qu'il puisse contrôler. Son regard se posa sur une liste de personnel posée à côté des dossiers. Son nom y était inscrit, Nkechi Okafor. Il tapota lentement son nom avec son stylo. Jeune. En bonne santé. Tranquille. Obéissante. Dépôt s'était pris d'affection pour elle. Peut-être, était-elle la solution. Cet après-midi-là, il convoqua de nouveau le docteur Olabosé et lui exposa son idée. Le médecin l'écouta, incrédule. « Vous voulez qu'elle tombe enceinte pour votre fils ?» demanda-t-il, dissimulant à peine son étonnement. « Avec son consentement, bien sûr, » ajouta le chef, même si son ton laissait entendre le contraire. Le médecin mettait en garde contre les implications émotionnelles, juridiques et éthiques. La maternité ne s'achète pas, chef. Ce n'est pas seulement une question de lignée, c'est une question de consentement, d'amour, de stabilité. Mais le vieil homme lui fit signe de ne pas le faire. Tout dans ce monde a un prix, murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, il demanda à Madame Fumi d'appeler Nkechi dans son bureau. Elle arriva, nerveuse, incertaine de ce qu'elle avait fait de mal. Il lui fit signe de s'asseoir. « Vous avez bien servi cette maison, » commença-t-il. « Mon fils a confiance en vous. J'ai confiance en vous. » Ce qui suivit stupéfia Nkechi. Le chef parla de la maladie de Dépôt, de son héritage et de son dernier souhait de laisser quelque chose derrière lui. Il sortit un chèque, signé en blanc. « Je veux que tu aides mon fils à devenir père, » dit-il doucement. « On prendra bien soin de toi, pour toujours. » Nkechi fixa le chèque, puis le regarda de nouveau. Son estomac se noua. Était-ce un test? Une blague? Balbutia-t-elle, sa voix à peine murmurée. « Monsieur, c'est à moi que vous demandez ?» Mais le chef hocha la tête solennellement. « Oui. » Le silence qui suivit fut pesant et froid. Nkechi se leva lentement, le souffle court. « Désolé, monsieur. Je ne peux pas. » Puis elle se retourna et sortit, laissant le chèque en blanc sur le bureau du chef, intact et indésirable. Nkechi se tenait nerveusement dans un coin du vaste bureau du chef Atadeo, l'air chargé d'une odeur d'eau de Cologne onctueuse et de bois ciré. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une grande horloge murale et du léger bruissement des papiers, tandis que le chef examinait un document. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été convoquée seule. Le chef leva enfin les yeux et lui fit signe de s'asseoir. Son ton était calme, voire poli, mais il y avait quelque chose de grave derrière. « Nkechi, je t'ai observé, » commença-t-il. « Tu n'es pas comme les autres. Tu es calme, travailleuse, et mon fils te fait confiance. C'est rare dans cette maison. » Elle hocha prudemment la tête, incertaine de ce qu'il voulait dire. Puis, marquant une pause délibérée, il fouilla dans un tiroir et en sortit un chèque. Il le signa devant elle, en blanc. « Je veux que tu fasses quelque chose d'inhabituel, mais d'important. » Son cœur battait fort. « Je veux que tu donnes un enfant à mon fils. Tu seras récompensé. Ce chèque, c'est à toi de le remplir. » Ces mots frappèrent Nkechi comme une claque. L'espace d'un instant, elle se demanda si elle avait mal compris. Était-ce une blague? Un test? Elle cligna rapidement des yeux, la bouche légèrement entr'ouverte, attendant qu'il se rétracte. Mais le chef Adédéo resta calme, voire sérieux, tandis qu'il lui expliquait l'opportunité qui s'offrait à elle. Il parla d'héritage, de la mort imminente de Dépôt sans héritier, de la façon dont son empire s'effondrerait entre les mains de parents indignes comme Éo. « Tu pourrais nous sauver, » dit-il, comme s'il lui offrait une couronne de noblesse. Tu pourrais devenir la mère de la lignée Adédéo. Les mains de Nkechi tremblaient sur ses genoux. Elle sentait sa dignité lui filer entre les doigts tandis qu'elle écoutait. Le chèque en blanc scintillait sur le bureau poli comme une arme, l'argent qui pourrait nourrir sa mère, construire une maison, changer sa vie. Mais le prix à payer était tout ce qu'elle représentait. « Monsieur, je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Vous voulez que je tombe enceinte de quelqu'un qui est en train de mourir. » Le chef Adédéo s'y pencha en avant, le regard intense. « Il n'a pas besoin de connaître les détails maintenant. Il est trop faible. Tu serais soigné, respecté. C'est un privilège, pas un scandale. » Mais pour Nkechi, c'était comme une trahison, non seulement envers Dépôt, mais envers elle-même. Ses principes, son corps, sa liberté. Elle se releva lentement, luttant contre l'envie de pleurer. « Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas faire ça. Pas pour une somme d'argent. » Le visage du chef resta figé, mais son regard se durcit. Elle fit une révérence et se retourna pour partir.
La porte se referma derrière elle dans un silence irrévocable. Devant le bureau, Nkechi s'arrêta dans le couloir, le souffle court, le cœur battant. Le manoir lui parut soudain étouffant, ses grilles dorées et son sol en marbre imprégné d'un danger discret. Le chèque en blanc resta sur la table, intact, une offre qu'elle n'oublierait jamais. Nkechi ne dormit pas de la nuit. Allongée sur son lit étroit dans les quartiers du personnel, elle fixait le plafond, ressassant chaque mot prononcé par le chef. Son estomac se noua de nausée. Ce n'était pas seulement l'insulte de se voir offrir de l'argent pour son ventre, c'était l'audace, la froideur avec lesquelles la proposition avait été faite, comme si elle n'était qu'un moyen pour parvenir à ses fins. Elle pensa à sa mère, à la façon dont elle lui demanderait probablement d'examiner cette offre. L'argent pouvait tout résoudre. Il pourrait sortir de la pauvreté, ouvrir un atelier de couture et vivre dignement. Mais Nkechi ne parvenait pas à concilier ce fantasme avec la réalité de ce qui leur était demandé. Elle ne pouvait pas mettre un enfant au monde sous une telle manipulation. Pas pour de l'argent. Pas comme ça. Le lendemain matin, elle revêtit son uniforme et s'en alla à son travail comme si de rien n'était. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. À midi, les murmures avaient commencé. Le chef ADDO n'avait pas pris son refus à la légère. Madame Fermi s'approcha d'elle dans la cuisine avec un sourire crispé et un avertissement subtil. « Tu ferais mieux de t'excuser, Nkechi. Il a dit que tu lui avais manqué de respect. » Nkechi n'a pas répondu. Elle s'est éloignée, refusant de s'expliquer. Mais la tension montait. Ce soir-là, alors qu'elle remplissait la gourde de dépôt, elle le trouva assis, les sourcils froncés. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. « Mon père t'a-t-il vraiment proposé de l'argent pour que tu tombes enceinte pour moi ?» Sa gorge se seca. Il le savait. Elle hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. Mais j'ai refusé. » Dépôt laissa échapper un rire creux. « Bien sûr qu'il ferait une chose pareille, » dit-il amèrement. « Je suis désolé, Nkechi. Je ne savais pas. » Ses excuses étaient sincères, son regard reflétant une tristesse plus profonde que sa maladie. Pour la première fois, elle voyait son fils, fatigué, pris au piège et aussi impuissant qu'elle dans cette maison. Leur conversation subsistait entre eux comme un fil de confiance fragile. Dépôt lui demanda pourquoi elle n'avait pas accepté le chèque. Nkechi hésita, puis s'exprima avec son cœur. « Parce que je préfère souffrir honnêtement que vivre dans la richesse née de la honte. » Ces paroles la surprirent elle-même. Il hocha la tête, son regard s'attardant sur elle avec une pointe d'admiration. Plus tard dans la soirée, le chef ADDO la rappela, cette fois d'une voix teintée de colère. « Tu le regretteras, » prévint-il. « Personne ne me refuse. » Mais Nkechi a tenu bon, même lorsqu'il a menacé de résilier son contrat. Les jours qui suivirent devinrent plus difficiles. Les tâches étaient doublées, les instructions données froidement, et le personnel, autrefois souriant, détournait désormais le regard. Mais Nkechi resta ferme, son silence plus fort que toute protestation. Elle n'avait pas simplement refusé une offre, elle avait déclaré la guerre à tout ce que le manoir représentait. Et bien qu'elle fût seule, son esprit restait intact. Le chef ADDO traversa le salon en trombe, son abada traditionnel traînant derrière lui comme un nuage d'orage. Ce rejet avait blessé non seulement son orgueil, mais aussi ses projets. Il n'arrivait pas à croire qu'une simple servante ait osé le regarder dans les yeux et lui dire non. Il y voyait un défi, un manque de respect, voire une trahison. Dans son monde, l'argent résolvait tout. Il avait acheté des politiciens, réduit des journalistes au silence, construit des gratte-ciel grâce à la corruption. Pourtant, Nkechi, avec son foulard effiloché et ses pantoufles simples, avait osé dire non. Fille insolente, sifflait-il. Le personnel l'évitait. Même Madame Fermi gardait ses distances. Le soir, il a appelé son avocat pour discuter de l'expulsion de Nkechi des lieux. Il a également demandé à la licencier et à s'assurer qu'elle ne retrouve pas d'emploi à Abuja. Qu'elle voit ce que ça coûte de me dire non. Mais Dépôt, bien qu'affaibli, prit position. Il appela son père le lendemain matin. Le chef entra dans la chambre de Dépôt à contre-cœur, déjà agacé. « Pourquoi vous mêlez-vous de mon personnel ?» demanda Dépôt d'une voix rauque mais ferme. « Vous croyez que je ne sais pas ce que vous avez fait ?» se hérissa le chef. « Je l'ai fait pour toi. Pour nous. Tu es en train de mourir, Dépôt. Tu devrais être reconnaissant que j'essaie de préserver quelque chose. » Le rire de Dépôt se transforma en quinte. « Tu ne me protèges pas, tu protèges ton ego, cracha-t-il.
Tu te fiches de ce que je veux. Le chef serra les dents. Tu me remercieras quand tu seras parti, murmura-t-il avant de se retourner et de partir. Mais Dapoaf et prit sa décision. Il ne laisserait pas Nkechi souffrir à cause de lui. Plus tard dans la journée, il lui demanda de revenir dans sa chambre. « Si tu veux partir, dit-il, je comprendrai. Mais si tu choisis de rester, je te protégerai. Du mieux que je pourrai. » Nkechi le fixa un long moment avant de répondre. « Je ne pars pas. Non pas par peur, mais parce que je sais que fuir ne résout rien. » Sa voix était ferme. « Mais j'aurai besoin de ton aide. » Ensemble, ils formèrent une alliance discrète, une ligne de défense invisible contre la tempête qui grondait dans la maison. Les autres membres du personnel remarquèrent un changement. Bien que le chef Adédéo poursuive sa campagne d'hostilité discrète, il ne pouvait pas destituer ouvertement Nkechi maintenant que son fils avait pris son parti. Mais sous la surface, le ressentiment bouillonnait. Eo, observant depuis l'ombre, vit la tension comme une opportunité. Il commença à murmurer à l'oreille des gardes et des chauffeurs, racontant des histoires de servantes manipulatrices et d'héritiers mourants. Et tandis que Depo et Nkechi s'accrochaient l'un à l'autre pour trouver la force, les graines d'une trahison plus profonde étaient déjà semées. Ce matin-là, Nkechi fit discrètement ses bagages. Bien que Depo l'ait défendue et qu'elle n'éprouve aucun regret, la tension dans le manoir était devenue insupportable. Madame Fermi lui adressait à peine la parole. Le chauffeur la regardait froidement. Même les plus jeunes domestiques évitaient tout contact visuel. Elle savait qu'elle était devenue un symbole de rébellion, de résistance, et les gens craignaient d'être pris entre deux feux. Avant le lever du soleil, elle laissa un mot à Depo, le remerciant de sa gentillesse et lui promettant de rester en contact. Puis elle prit un bus pour le domaine d'Ebi, la route longue et sinueuse, ses pensées encore plus profondes. Lorsqu'elle arriva enfin au village, l'étreinte de sa mère fut tout ce qu'il lui fallut pour fondre en larmes. Les larmes coulaient à flot tandis que Nkechi racontait tout à Mama. L'offre, le chèque, les menaces et la raison pour laquelle elle avait tout abandonné. Mama Nkechi écoutait en silence, son visage buriné indéchiffrable. Lorsque Nkechi eut terminé, s'attendant à des réprimandes ou à la panique, Mama resta simplement assise en silence. « Ma fille, dit-elle finalement, ce que tu as fait n'est pas facile. Mais l'orgueil ne nous nourrit pas. » Nkechi détourna le regard, blessé. « Alors tu penses que j'aurais dû prendre l'addition ?» Sa mère soupira. « Non, je pense que tu aurais dû faire ce qui te rassure. Mais la paix et l'estomac ne mangent pas toujours dans le même plat. » Ce soir-là, assis à la lueur des bougies, ils discutèrent de ce qui pourrait être fait. Nkechi envisagea de chercher du travail dans la ville voisine, n'importe quel travail qui ne nécessiterait pas son corps comme monnaie d'échange. Elle avait quitté le manoir sans rien emporter, si ce n'est son intégrité. Pourtant, elle semblait plus lourde que l'or. Malgré tout, le doute la submergeait. Avait-elle fait le bon choix? Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de son retour se répandit dans le village. De vieux voisins posèrent des questions. Quelques-uns murmurèrent des jugements dans son dos. Elle travaillait pour un milliardaire et revenait toujours sans rien, disait-il. Nkechi essayait de les ignorer, se concentrant sur l'aide qu'elle apportait à sa mère pour les tâches ménagères, la corvée d'eau et la préparation des repas. Mais au fond d'elle, elle aspirait à tourner la page. Un soir, un message arriva. Un garçon du village lui tendit une enveloppe blanche. Elle venait d'Abuja. À l'intérieur se trouvait une courte lettre écrite d'une écriture tremblante. Elle venait de Dépôt. « Veuillez revenir. Ni pour mon père, ni pour l'argent. Pour moi. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais j'aimerais le passer avec quelqu'un qui me considère comme plus qu'un héritage. La lettre ne devrait pas toucher Keshi au plus profond d'elle-même. » Cette nuit-là, elle était assise dehors, sous les étoiles, le cœur lourd. Elle avait refusé un chèque, mais ce que Dépôt lui offrait maintenant n'était pas de l'argent. C'était quelque chose d'encore plus rare, l'honnêteté. Les murs du manoir Adédéo résonnaient d'un silence poli, mais sous ce lustre de civilité, des murmures commençaient à se faufiler dans les couloirs. Eo, le cousin de Dépôt, avait remarqué le changement soudain d'atmosphère. Le départ de Nkechi n'était pas une simple rumeur, c'était une opportunité. Eo s'était toujours considéré comme le successeur légitime de l'empire Adédéo. Dans son esprit, l'état de santé de Dépôt était un retard, pas un obstacle. Mais comme le chef Adédéo s'accrochait encore au fantasme d'un héritier de sang et favorisait Dépôt même sur son lit de mort, Eo savait que son temps était compté.
Il commença à s'enquérir discrètement auprès du personnel du retour de Nkechi, du comportement du chef et de l'état de santé de dépôt. Plus il en apprenait, plus ses soupçons se renforçaient. Nkechi avait rejeté le chèque, mais le chef n'en avait pas fini avec elle. Eo savait alors que si elle revenait, il faudrait la neutraliser avant qu'elle ne puisse devenir quelqu'un d'autre. Le plan d'Eo était d'une simplicité trompeuse. Il paya l'une des jeunes gouvernantes pour surveiller les quartiers principaux et signaler tout retour potentiel de Nkechi. Parallèlement, il contacta un détective privé, lui demandant de fabriquer un document suggérant que Nkechi avait volé des objets de valeur dans le manoir avant son départ. Juste assez, dit Eo, pour semer le doute. Son objectif n'était pas seulement de détruire la crédibilité de Nkechi, mais aussi de créer un fossé permanent entre elle et Dépôt. S'il y parvenait, le chef ADDO n'aurait plus personne à considérer comme substitut ou bénéficiaire. Eo avait déjà commencé à flatter le chef avec des rapports exagérés sur l'évolution des affaires et des allusions judicieusement placées à la loyauté et à la succession. Le vieil homme semblait s'ouvrir à lui, l'invitant même plus souvent dans son bureau pour des discussions informelles. Le jeu était lancé. Pendant ce temps, à Ebia, Nkechi recevait une autre lettre, moins sincère celle-ci que celle de Dépôt. Elle provenait de la gouvernante, Madame Fermi, et le ton était sec. Le chef a reconsidéré sa position. Si vous revenez, vous ne serez pas maltraité. Mais ne le faites que si vous êtes prêt à être examiné. Nkechi lut les mots encore et encore, incertain de leur sens caché. Mais après de longues nuits de prières et de conversations avec maman, elle décida de rentrer, non pas pour le manoir ou l'argent, mais pour Dépôt. Quelque chose dans sa dernière lettre avait touché son cœur, non pas de manière romantique, mais avec une empathie humaine. Il était mourant, et il s'était adressé à elle non pas comme un maître, mais comme un homme dépouillé de tout sauf de la vérité. Nkechi monta discrètement dans le bus pour Abuja, ignorant que son retour la placerait directement dans la ligne de mire d'un piège soigneusement tendu. Le manoir n'avait pas changé, mais l'accueil réservé à Nkechi était différent. Madame Fermi hocha la tête avec raideur, les jeunes employés la regardèrent à peine, et Eo se tenait au bout du couloir avec un sourire carnassier, observant chacun de ses mouvements. Seule la chambre de Dépôt lui semblait familière. En entrant, elle le trouva plus maigre que dans son souvenir, son visage autrefois sévère désormais émacié, mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'ils croisèrent les siens. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » murmura-t-il d'une voix rauque. Nkechi s'assit à côté de lui et lui prit la main, sentant sa froideur. « J'ai dit que je le ferais, » répondit-elle d'une voix douce. Leur retrouvaille n'était pas dramatique, mais sincère. Pour la première fois, ni l'un ni l'autre n'eurent besoin de faire semblant. Ils restèrent assis en silence, interrompus seulement par la respiration haletante de Dépôt et le léger bourdonnement du ventilateur de plafond. Au cours des jours suivants, Nkechi reprit son rôle au manoir, ni vraiment celui d'une femme de chambre, ni vraiment celui d'une infirmière. Elle l'aidait à manger, gérait ses médicaments sous la supervision du docteur Olabazé, et surtout, lui tenait compagnie. Dépôt, en retour, commença à s'ouvrir comme jamais auparavant. Un soir, il lui montra un dossier caché sous son matelas. C'était une copie de son testament. « Je l'ai modifié le mois dernier, » dit-il en fixant le plafond. « J'ai tout légué à mon nom à une personne de confiance. Quelqu'un qui n'a jamais rien demandé. » Les mains de Nkechi se figèrent. « Moi » demanda-t-elle, choquée. « Pourquoi » Dépôt sourit faiblement. « Parce que tu es le seul à me voir, pas ce que je représente. » Nkechi ne savait pas quoi répondre. Le geste n'était pas romantique, il était plus profond. Un ultime acte de gratitude d'un mourant envers la seule personne qu'il avait traitée comme un être humain. À leur insu, Eo avait eu vent du testament mis à jour. L'un des gardes avait vu Nkechi quitter la chambre de Dépôt avec le dossier et l'avait signalé, pensant qu'il s'agissait d'un document important. La fureur d'Eo s'enflammait silencieusement. Les enjeux étaient plus importants, il ne s'agissait plus seulement de grossesse ou d'héritage. Si Dépôt mourait et que Nkechi héritait ne serait-ce qu'une partie de la succession, elle aurait du pouvoir. Un vrai pouvoir. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il redoubla d'efforts, payant un membre du personnel pour s'infiltrer dans les appartements de Nkechi et glisser des bijoux volés dans sa valise. Dès que l'alarme sonnera, Eo lui dit qu'elle sera la voleuse qui a trahi l'homme dont elle prétendait se soucier. Le complot était presque bouclé, le fil final n'attendait plus qu'à être tiré. C'est par un matin calme,
tandis que les oiseaux gazouillaient faiblement à l'extérieur des hauts murs du manoir, que le chef Adédéo entra dans la chambre de dépôt. Ses mouvements étaient plus lents, et les rides de son visage s'étaient creusées. Il observa en silence Nkechi ajuster la couverture de dépôt et poser un plateau sur la table d'appoint. Dépôt s'était endormi, le visage apaisé pour une fois. Le chef lui fit signe de le suivre. Ils descendirent dans le bureau, la même pièce où elle s'était tenue autrefois, tremblante, tandis qu'il lui offrait un chèque en blanc. Maintenant, elle marchait avec une force différente. Le chef se servit un verre, mais ne le lui offrit pas. « J'avais tort, dit-il soudain. À propos de beaucoup de choses. À propos de toi. À propos de ce qui compte. » Nkechi ne dit rien, attendant. L'homme qui avait autrefois aboyé des ordres semblait maintenant au bord du regret. Le chef expliqua qu'il avait vu Dépôt s'améliorer en sa présence, non pas physiquement, mais émotionnellement. « Tu lui donnes la paix, murmura-t-il. C'est plus que ce qu'aucun médecin ni aucun plan n'a réussi à faire. » Puis, pour la première fois, il demanda, et non exigea, si elle voulait rester. Pas comme mère porteuse ou domestique, mais comme compagne, aide-soignante. Plus d'offres, plus de chèques. Reste jusqu'à la fin. Nkechi le regarda dans les yeux et hocha la tête. Je reste. Pour lui. Pas pour toi. Le chef accepta la réponse sans résistance. Quelque chose s'était brisé en lui, peut-être le poids de voir son enfant unique disparaître petit à petit. Il n'avait plus besoin de contrôle, il avait besoin de tourner la page. Ils élaborèrent un contrat tacite, verbal cette fois, fondé sur une compréhension mutuelle. Elle resterait, et il n'interviendrait plus. Le ton changea dans la maison. Une fois le nouvel arrangement en place, Nkechi emménagea dans l'aile des invités, plus proche des quartiers de dépôt. Le personnel s'adapta, et même Madame Fermi commença à la traiter avec un peu plus de respect. Mais sous la surface, Eo bouillonnait d'impatience. Chaque jour qui passait, Nkechi devenait plus importante pour Dépôt et plus sûre de son rôle. Les preuves dissimulées par Eo étaient cachées dans sa chambre comme une bombe à retardement. Il attendait le bon moment, et il approchait à grands pas. Pendant ce temps, Dépôt semblait gagner en légèreté. Lui et Nkechi partageaient des histoires, jouaient de vieilles chansons de Higlif et riaient de temps en temps. Elle lui lisait des histoires le soir, et dans ces moments-là, ce n'était plus un service, mais une compagnie. Mais leur paix était fragile, et le silence du manoir était à nouveau le bruit d'une menace imminente. Les frontières qui les séparaient autrefois s'étaient estompées. Dépôt ne voyait plus Nkechi comme une domestique, et Nkechi ne l'abordait plus avec hésitation. Ils n'étaient ni amants, ni simplement patients et attentionnés. Ils étaient devenus un lien sacré, un lien né de la douleur partagée et de l'acceptation. La santé de Dépôt s'était visiblement dégradée, ses membres tremblaient souvent et il peinait à rester éveillé pendant les repas. Mais son esprit, lorsqu'il était alerte, était vif, et c'est dans ces moments de lucidité que lui et Nkechi discutaient le plus profondément. Ils parlèrent de la mort, non pas avec peur, mais avec honnêteté. Il avoua avoir autrefois détesté l'idée de mourir sans être aimé. Mais maintenant, dit-il avec un léger sourire, je n'ai plus peur. Parce que quelqu'un s'en soucie. Ça suffit. Nkechi cligna des yeux pour retenir ses larmes. Pas de richesse, pas d'héritage, juste que quelqu'un s'en souciait. Cependant, hors de la pièce, la frustration d'Eo atteignit son paroxysme. Son plan devait fonctionner rapidement, sinon il serait trop tard. Il avait payé la sécurité pour qu'elle le prévienne lors du prochain départ du chef Adédéo en voyage d'affaires. Ce laps de temps lui laisserait juste le temps d'activer le piège, de faire localiser les objets cachés et d'appeler la police. Sa confiance était renforcée par les rumeurs qu'il avait répandues sur le passé de Nkechi, affirmant qu'elle avait été licenciée par un ancien employeur pour vol. Le personnel du manoir, incertain de qui croire, garda ses distances. Mais Madame Fermi, qui avait autrefois douté de Nkechi, se retrouva à la défendre discrètement. « Elle n'est pas celle que tu crois », murmura-t-elle à Eo, qui répondit par un sourire narquois. « C'est ce qui la rend dangereuse. » Pendant ce temps, Nkechi s'habituait de plus en plus aux habitudes de Dépôt. Elle ajustait l'éclairage de sa chambre pour l'apaiser, adaptait ses repas à son appétit et a même convaincu le docteur Olabezé d'essayer un traitement antidouleur plus doux. Le médecin, constatant son dévouement, lui a dit un jour que vous faisiez plus pour lui que la médecine ne pourrait jamais le faire. Mais elle ne l'a jamais fait pour des compliments. C'était une question de dignité, pour elle et pour lui. Elle passait ses nuits à écrire dans un coin tranquille de la maison,
réfléchissant au chemin parcouru. De femmes de ménage à gardiennes, de filles rejetées à confidentes privilégiées. Mais le calme de ce rôle la berçait d'un sentiment de sécurité dont elle ignorait l'existence. Alors qu'elle s'endormait une nuit, elle ignorait que quelques jours plus tard, son monde serait à nouveau bouleversé par un mensonge, un piège et la même soif de pouvoir impitoyable qui avait autrefois failli la racheter. Dès que la police a fait irruption dans la maison, Nkechi a compris que quelque chose clochait. Ils n'ont posé aucune question, se sont simplement rendus dans sa chambre, dans l'aile des invités, et ont commencé à ouvrir tiroirs, sacs et cartons. Quelques minutes plus tard, l'un des policiers brandit une pochette en velours remplie de bijoux, des pièces coûteuses et lourdes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Nkechi Halida, stupéfaite. Ce n'est pas à moi, s'écria-t-elle, mais le policier avait déjà commencé à la menotter. Le personnel se rassembla autour de lui, chuchotant, certains avec un sourire satisfait, d'autres inquiets. Eo se tenait dans un coin, s'évanouissant sous le choc. « C'est vraiment dommage, murmura-t-il. Après tout ce que cette famille avait fait pour elle, Dapo était trop malade pour quitter sa chambre, et le chef Adedeo était à Lagos pour une urgence professionnelle. Personne n'a pu les arrêter tandis que Nkechi était escortée dehors, humiliée et tremblante. Au commissariat, Nkechi était assise sur le banc froid de la cellule de détention, essayant de comprendre tout cela. Elle se creusait la tête, cherchant le moindre indice, la moindre allusion à un plan caché dans sa chambre. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place, et l'image d'Eo apparut clairement. Il l'avait toujours observé de trop près, ses paroles étaient toujours chargées de menaces voilées. Elle réalisait maintenant que sa présence au manoir menaçait plus que la tradition. Elle menaçait l'héritage, le droit et l'ego. Pourtant, malgré ce piège, elle refusait de pleurer. Elle murmurait des prières silencieuses, espérant que quelqu'un, n'importe qui, la croirait. Pendant ce temps, l'histoire commençait à se répandre. Des blogs évoquaient un scandale. Une ancienne femme de ménage accusée d'avoir volé la propriété d'un milliardaire. Son nom fut traîné dans la boue, son intégrité remise en question une fois de plus. De retour au manoir, Dapo était allongé dans son lit, furieux mais impuissant. Lorsqu'il apprit l'arrestation de Nkechi, il tenta de se lever, mais l'effort le fit trembler violemment. Le docteur Olabese a dû l'endormir. Eo, toujours opportuniste, a profité de l'occasion pour suggérer que Nkechi manipulait Dapo depuis le début. Elle a vu une opportunité, et elle l'a saisie, a dit Eo d'un ton suffisant. Tu étais trop aveugle pour le voir. Mais Dapo refusa de croire au mensonge. Dès qu'il reprit ses forces, il demanda à l'équipe de sécurité de récupérer les images de vidéosurveillance du couloir près de la chambre de Nkechi. Tu verras qui a caché cette bourse, insista-t-il. Le chef, de retour de Lagos et après avoir entendu toute l'histoire, accepta à contre-cœur. Pour une fois, il ne défendit pas Eo. Il voulait la vérité, et la vérité allait défaire tout le tissu de tromperie. Maman Nkechi arriva à Abuja, son pagne serré autour de la taille, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle se rendait en ville, et malgré les immeubles qui la dominaient et le bruit qui l'envahissait, elle avançait avec détermination. Au commissariat, elle a supplié les policiers, leur montrant les lettres que Dapo avait écrites à sa fille. « Mon enfant n'est pas une voleuse », a-t-elle dit en sanglotant. Elle a assez souffert dans cette vie. Bien que les policiers soient restés indifférents, l'un d'eux a raconté son histoire à un journaliste qui rôdait dans le commissariat depuis des jours. En quelques heures, le récit a commencé à changer sur Internet, passant d'une femme de ménage surprise en train de voler à une femme de ménage accusée dans des circonstances suspectes. Le public a commencé à exiger des réponses, surtout lorsque des rumeurs d'un testament manquant et de conflits familiaux internes ont commencé à émerger. Dans la maison, Dapo, bien que frêle, était assis devant l'écran de vidéosurveillance. À ses côtés, le chef de la sécurité et le chef Adedeo. Ils observaient en silence les images montrant une silhouette sombre entrer dans la chambre de Nkechi tard dans la nuit. L'individu portait des gants et se déplaçait avec une précision experte. Lorsque la vidéo zooma et révéla le visage d'Aigreco, le chef Adedeo laissa échapper un soupir guttural. La honte, la rage et l'incrédulité se disputaient l'espace dans son cœur. « J'ai tout donné à ce garçon, murmura-t-il. Je l'ai laissé entrer dans cette maison, Dapo n'a rien dit. Son regard est resté fixé sur l'écran. Elle était innocente, a-t-il finalement murmuré. Elle a toujours été. Le chef n'a pas perdu de temps. La police a été appelée.
Aygreko fut arrêté le lendemain matin dans un hôtel de Woods, où il s'était caché, valise faite, prêt à fuir. Sa trahison fut totale et publique. Lorsque Maman Nkechi et Nkechi revinrent au manoir, la tête haute, un silence respectueux régna parmi le personnel. Mais Madame Femi resta à l'écart, muette. Dapo attendait, calé dans son lit, un doux sourire aux lèvres. « Je savais que tu reviendrais », dit-il tandis que Nkechi entrait dans sa chambre. Elle s'approcha de lui et lui prit la main, sans un mot. Ce soir-là, le chef Adédéo fit asseoir les deux femmes dans le salon. Il s'excusa, non pas avec sa froide politesse habituelle, mais avec un sincère remords. « J'ai échoué avec toi, » dit-il à Nkechi. « J'ai échoué avec mon fils. S'il te plaît, laisse-moi réparer ce que je peux. » Mais Nkechi secoua la tête. « Ce qui est cassé, monsieur. Mais nous pouvons encore prendre soin de ce qui reste. » Sa voix était douce, mais ferme. Pardonner, elle le savait, ne consistait pas à oublier, mais à choisir la paix plutôt que la douleur. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme paisible. Avec le départ d'Aygreko et une paix retrouvée au manoir, la santé de Dapo entra dans sa phase finale. Ses forces déclinaient rapidement, mais son esprit restait alerte. Il commença à parler plus fréquemment à son avocat, s'assurant que chaque document était clair et que chaque instruction serait respectée le moment venu. Un après-midi, alors que Nkechi lui lisait un livre sous la douce lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux, il l'interrompit. « Je veux que tu aies tout, » dit-il. « La maison, les parts sociales, la fiducie. Pas pour l'argent, mais parce que je te fais confiance pour en faire le bien. » Nkechi cligna des yeux, stupéfaite. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. Mais Dapo sourit. « C'est pour ça que je veux le faire. » Il expliqua qu'il avait mis à jour son testament bien avant qu'elle ne soit piégée. Il savait qu'il y aurait de la résistance, surtout de la part de son père. Mais après les images de vidéosurveillance, le chef Adédéo n'a plus protesté. « Vous l'avez sauvé d'une mort amère », avait-il déclaré. « Tu lui as donné la paix. » L'héritage ne se résumait pas à des terres ou des actions. C'était un geste symbolique, une récompense pour son intégrité dans un monde qui punissait souvent les honnêtes gens. Nkechi se sentait dépassée. Elle n'était pas venue au manoir pour obtenir quoi que ce soit. Elle voulait simplement prendre soin de quelqu'un qui avait besoin d'elle. Et pourtant, elle était là, recevant un héritage, non pas né du sang, mais de la loyauté, de la bonté et d'un courage tranquille. L'instant était trop fort pour verser des larmes. Elle hocha simplement la tête, posant doucement sa main sur les doigts fragiles de Dapo. Dapo a également formulé une autre demande, plus douce et plus personnelle. « Commencez quelque chose en mon nom, » a-t-il dit. « Que cela dure. Pas des bâtiments, des gens, des vies. » Nkechi avait promis qu'elle le ferait. Elle avait toujours rêvé de diriger une petite clinique ou une école dans son village, un endroit où les gens pourraient recevoir de l'aide sans honte. Maintenant, ce rêve semblait réalisable. Non pas pour l'argent, mais pour le but recherché. Le chef Adédéo s'est ensuite assis avec son fils. Pour une fois, ils ont parlé sans fierté ni ressentiment. « J'essayais de protéger le nom de la famille », a avoué le chef. « Mais toi, tu lui as donné un sens. » Dapo rit faiblement. « Ce nom n'est que des lettres, papa. Ce sont les gens qui lui donnent de la valeur. » Cette nuit-là, une paix paisible s'abattit sur le manoir. Non pas parce que tout avait été arrangé, mais parce que la vérité avait enfin trouvé sa place. La nouvelle du testament révisé parvint au village, et Maman Nkechi se retrouva entourée de voisins curieux. Certains louaient sa fille, d'autres murmuraient de l'envie derrière leurs mains. Mais Maman, toujours humble, souriait simplement et poursuivait ses occupations habituelles. Lorsque le chef Adédéo arriva à l'improviste un après-midi dans un SUV noir, tout le village fut stupéfait. Il sortit de la voiture vêtu d'un simple cafetan, sans assistant ni chauffeur, juste le poids de ses remords et de son respect. « Je suis venu vous remercier, » dit-il à Maman Nkechi, « et pour te demander pardon. » La vieille dame fut choquée, mais elle l'accueillit avec un sourire serein et lui offrit un siège sous le manguier près de sa propriété. Ils s'assirent et parlèrent comme de vieux amis, deux parents liés par la perte et l'amour de leurs enfants. Le chef Adédéo lui tendit une grande enveloppe contenant un chèque et des titres de propriété. « Pour vous et votre fille, » dit-il, « pour vous simplifier la vie. » Mais Maman repoussa doucement la question. « Je n'ai pas élevé Nkechi pour qu'il reçoive de l'argent en échange de bonnes actions, » dit-elle. « Laisse-la porter l'héritage de ton fils, mais sans pot de vin ni culpabilité. Laissez-la le gagner,
et vous serez fiers d'elle. Le chef était visiblement ému. Personne n'avait jamais rejeté son argent sans mépris ni crainte jusqu'à Nkechi, et maintenant sa mère. Avant son départ, maman pria pour lui, posant les mains sur sa tête. « Que ton cœur trouve la paix », murmura-t-elle d'une voix tremblante. C'était le genre de bénédiction que l'argent ne pouvait pas acheter. Ce soir-là, maman Nkechi était assise seule sous le soleil couchant, serrant contre elle une petite photo de sa fille et de Dépôt. Elle songeait au chemin parcouru par Nkechi, à la façon dont la douleur l'avait affinée au lieu de la briser. La fierté l'envahissait, non pas à cause de l'héritage ou de la reconnaissance, mais parce que sa fille avait préservé son nom dans un monde qui ternissait si facilement l'innocence. Pendant ce temps, à Abuja, Nkechi se tenait au chevet de Dépôt, inconsciente de l'hommage discret que sa mère venait de lui rendre. Elle ajusta sa couverture et fredonna doucement l'une de ses chansons préférées. Le manoir n'était plus une prison ni un champ de bataille. C'était devenu un lieu de fin et de commencement, et Nkechi en était devenu le rédempteur silencieux. Les pluies arrivèrent tôt cette année-là, à Abuja. Le ciel était souvent gris, et le jardin du manoir, autrefois gorgé de fleurs éclatantes, semblait s'affaisser sous le deuil. Dans la chambre de Dépôt, le temps s'était ralenti jusqu'à devenir un squat immobile. Sa peau était devenue translucide, sa voix réduite à un murmure, et chaque respiration était un véritable supplice. Pourtant, son esprit restait alerte et, en présence de Nkechi, il trouvait encore la force de sourire. Ils passèrent des heures ensemble, elle lui lisant des livres, ses doigts effleurant à peine les siens tandis qu'elle lui tenait la main. Plus de prétention, plus de formalité. Chaque conversation semblait sacrée. « Je voulais construire des villes », a dit un jour Dépôt, les yeux rivés au plafond. Des villes abordables. Ma mère y croyait. J'aimerais avoir plus de temps. Nkechi répondit doucement. Tu as déjà construit quelque chose de plus grand en moi, dans ce que nous ferons en ton nom. Chaque soir, tandis que le tonnerre grondait au loin, Nkechi approchait sa chaise de son lit et il parlait de leurs rêves, se réaliser et ceux qui resteraient inachevés. Dépôt lui posait souvent des questions sur son enfance, ses peurs, ses espoirs. Parfois, il riait doucement de ses histoires, et d'autres fois, les larmes lui montaient aux yeux lorsqu'elle évoquait les sacrifices de sa mère. Un soir, alors qu'elle ajustait son masque à oxygène, il lui tendit la main et la tira par la manche. « Promets-moi quelque chose, dit-il. Promets-moi de ne pas disparaître après mon départ. Ne laisse pas ce lieu, cet héritage, devenir un tombeau. Fais-le grandir. » Nkechi hocha la tête en se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. « Je te le promets. Je ferai de cette douleur quelque chose de beau. » Le chef Adédéo, bien que ne cherchant plus à contrôler le récit, commença à passer plus de temps hors de la chambre de Dépôt. Il restait longtemps dans le couloir, entendant parfois leur rire. Cela l'adoucit. Il ne voyait plus Nkechi comme la servante qui le repoussait, mais comme la femme qui restait quand tout le monde s'en allait. Un après-midi, il entra dans la pièce, s'assit à côté de son fils et s'excusa, non seulement auprès de Dépôt, mais aussi auprès de Nkechi. « Je croyais que l'héritage résidait dans les bâtiments et les lignées, dit-il d'une voix pâteuse. Mais il réside dans la gentillesse et la dignité. Tu me l'as appris. » C'était la chose la plus proche de la rédemption que cet homme pouvait offrir, et dans ce moment de silence, tous trois étaient assis ensemble dans une paix rare et fragile. Dépôt s'éteignit un dimanche matin, juste au moment où les premières lueurs filetaient à travers les rideaux. L'air de la pièce était calme, empli d'un léger parfum d'huile d'eucalyptus et d'une profonde révérence. Nkechi s'était endormi à côté de lui, la main toujours dans la sienne, lorsqu'elle sentit l'absence soudaine, l'immobilité d'une main qui ne la serrait plus. Elle ouvrit lentement les yeux, sachant instinctivement avant même de voir. Le visage de Dépôt était paisible, sa poitrine immobile. Une seule larme avait séché sur sa joue. Elle resta longtemps assise là, refusant de lâcher sa main. Elle ne pleura pas. Pas immédiatement. Au lieu de cela, elle murmura une prière, reconnaissante pour la vie qu'il avait menée, les leçons qu'il avait laissées et la dignité qu'il avait retrouvée avant la fin. Lorsque le personnel fut alerté, le silence retomba dans le manoir. Les couloirs habituellement animés étaient silencieux, le cliquetis des assiettes dans la cuisine s'était tu et les pas s'étaient fait plus discrets. Le chef Adédéo s'enferma dans son bureau pendant des heures. Plus d'appels, plus de réunions. Juste un silence. Lorsqu'il émergea enfin, il entra dans la chambre de Dépôt et resta immobile à la porte. Nkechi s'écarta pour lui laisser de la place, mais il n'entra pas. Au lieu de cela,
il resta là, tel un homme aux confins de son âme. Plus tard, il demanda un enterrement discret et privé. Sans fanfare. Aucune couverture médiatique. Juste la famille, quelques amis de confiance et le personnel qui avait pris soin de Dépôt comme de l'un des leurs. La tombe se trouvait dans la propriété familiale, sous un grand baobab, l'endroit préféré de sa mère de son vivant. Lors de l'enterrement, alors que la dernière poignée de sable tombait sur le cercueil, Nkechi sentit quelque chose se transformer au plus profond d'elle-même. Non pas une fin, mais un commencement. La mort de Dépôt n'était pas un vide, c'était une semence. Un sentiment planté dans le terreau même de la douleur et nourri par un but précis. Le chef Adédéo se tourna vers elle, comme s'il s'agissait de laisser d'autres personnes partir. « Je pensais ce que j'ai dit », lui dit-il doucement. « Tu ne fais pas seulement partie de son histoire, tu fais désormais partie de la nôtre. » Nkechi hocha simplement la tête. Pas de grands discours, pas de larmes devant des inconnus. Mais tandis qu'elle se tenait là, vêtue de sa simple robe, le vent caressant son écharpe, il était clair pour tous que cette jeune femme, autrefois domestique, était désormais la personne la plus digne de la pièce. Quelques mois après le décès de Dépôt, les portes de la demeure Adédéo s'ouvrirent à un nouveau type d'invités, des enfants des bidonvilles, de jeunes patients en phase terminale et des mères en deuil sans abri. Grâce à son héritage et à la pleine bénédiction du chef Adédéo, Nkechi créa la Fondation Dépôt pour l'Espoir, un centre dédié aux soins de santé, à l'éducation et au soutien psychologique des jeunes en phase terminale et de leurs familles. La première action de sensibilisation a eu lieu dans un petit centre communautaire de Kébois. À la fin du mois, des dizaines d'enfants avaient reçu des médicaments, du matériel scolaire, et bien plus précieux encore, de l'espoir. La Fondation n'était pas une simple institution. C'était un mouvement, un battement de cœur qui palpitait de douleur mais s'épanouissait en compassion. Nkechi en devint le visage discret, ni glamour ni flamboyant, mais fiable et terre à accent grave-terre. Elle ne prononçait des discours que lorsque cela était nécessaire, gardant toujours à l'esprit l'histoire de Dépôt et sa vision. Il voulait construire des villes, disait-elle. Maintenant, nous construisons des gens. Le chef Adédéo commença à assister régulièrement aux événements, souvent assis au fond, observant en silence. Un jour, on lui demanda de prononcer quelques mots. Il s'avança lentement vers l'estrade et prononça une seule phrase. « Cette jeune femme a rendu sa dignité à mon fils, ce faisant, a sauvé la mienne. » La salle fusa d'applaudissements, non pas pour sa richesse, mais pour son humilité et pour la femme à ses côtés qui lui avait appris la valeur de la compassion plutôt que du contrôle. Bien que le parcours ait été semé d'embûches, certaines questions ou réserves, d'autres tentant d'exploiter sa générosité, Nkechi est resté inébranlable. La fondation a continué de croître, s'étendant à travers les États. Maman Nkechi, vivant désormais confortablement dans un modeste bungalow construit par sa fille, passait ses matinées à prier pour chaque enfant qui franchissait les portes de la fondation. « Vous nous avez rendus fiers », disait-elle souvent, et Nkechi souriait doucement, pensant toujours à Dépôt. Chaque nouveau projet, chaque vie touchée, chaque douleur apaisée était sa façon de perpétuer son héritage, non pas par la richesse ou la lignée, mais par le service, la gentillesse et l'acte simple mais profond de choisir le bien plutôt que la cupidité. 10 ans plus tard, l'école commémorative Dépôt Atadéo ouvrait ses portes dans un quartier calme de Nezerawa, sur un terrain donné par le chef Atadéo avant sa mort. La cérémonie d'inauguration était modeste mais émouvante. Parmi les personnes présentes figuraient d'anciens bénéficiaires de la fondation, aujourd'hui infirmiers, enseignants et responsables communautaires. L'école était plus qu'un simple bâtiment, c'était un monument dédié à une vie autrefois vacillante, mais qui avait laissé derrière elle un impact considérable. Nkechi se tenait à l'estrade, la voix posée, sa présence imposante et humble. Il n'a pas vécu longtemps, dit-elle, mais il a vécu pleinement. Et maintenant, grâce à lui, d'autres le feront aussi. Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de tous. À l'entrée du campus, une plaque commémorative portait une inscription écrite par Dépôt lui-même avant sa mort. L'héritage n'est pas ce que l'on laisse dans la pierre, mais ce que l'on construit dans les gens. Nkechi se rendait souvent sur le campus, arpentant ses couloirs avec la fierté discrète d'une femme qui avait défié tous les trônes. De femme de ménage à matrone, du silence au leadership, son histoire avait inspiré d'innombrables personnes à travers le pays. Elle était devenue un symbole, non pas de charité, mais de dignité, de résilience et de détermination.
Elle n'avait jamais oublié les valeurs qui la guidaient. La foi, la vérité et la conviction qu'aucune somme d'argent ne devrait jamais coûter son âme à quelqu'un. Alors que le soleil se couchait sur les toits rouges de l'école, Nkechi se tenait aux côtés d'une nouvelle génération d'élèves, dont beaucoup ignoraient son histoire dans son intégralité, mais qui tous portaient son héritage. Certains l'appelaient Madame Nkechi, d'autres Maman Espoir. Mais au fond d'elle-même, elle restait la même jeune fille qui, un jour, tremblait devant un homme puissant, un chèque en blanc sous le nez, et qui avait choisi de s'en aller. Son histoire, gravée non pas dans le scandale mais dans une force tranquille, résonnerait longtemps après sa disparition. Et à travers chaque vie touchée par la Fondation, chaque enfant scolarisé dans l'école et chaque héritage ancré dans l'intégrité, le nom de Dépôt ne sera jamais oublié. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.